Alors, commençons par les conditions d'attribution de la PCH. Et pour vous mettre dans le bain, un premier petit sondage que je vais vous publier dans un instant. Donc, lequel de ces critères n'est pas un critère d'attribution de la PCH enfant, à votre avis? Donc, première réponse, le taux d'incapacité de l'enfant, la gravité des difficultés que rencontre l'enfant dans les actes du quotidien ou le fait d'être éligible à un complément d'AEH. Je vous passe le petit sondage, si j'arrive à revenir sur, voilà, le sondage. Je l'ai là. C'est le sondage, je vous laisse répondre. Donc, c'est le critère qui n'est pas un critère d'attribution de la PCH. Là, vous êtes 9 sur 17 à avoir répondu. Les autres sont perplexes. 9 sur 17. Encore quelques secondes pour répondre. Trois personnes qui n'ont pas répondu. Je pense que tous ceux qui voulaient... Tous ceux qui voulaient répondre ont répondu. Je pense que c'est bon. Je vous propose de vous partager les résultats. Donc, il y a eu beaucoup de réponses sur le fait d'être éligible à un complément d'AEH. Vous pensez que le fait d'être éligible à un complément d'AEH n'est pas un critère d'attribution de la PCH, et sinon, c'était le taux d'incapacité de l'enfant. Alors, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais en fait, la présentation, c'est bien... Voilà, c'est bien le taux d'incapacité de l'enfant qui n'est pas un critère d'attribution de la PCH. En fait, il faut effectivement, alors, et c'est d'ailleurs un reproche que certaines associations font au barème de la PCH, c'est qu'il faut être éligible à un complément d'AEH pour pouvoir prétendre à la PCH. Et puis, il y a aussi un autre critère qui est la gravité des difficultés que rencontre l'enfant dans les activités du quotidien, qui se recoupe finalement un peu avec le taux d'incapacité, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Le barème de la PCH n'a pas repris le barème du taux d'incapacité pour servir de support pour déterminer l'éligibilité ou non. Voilà, je vais faire un partage. Donc, je passe à la suite. Donc le critère d'autonomie, donc celui finalement sur lequel personne ne s'est trompé, effectivement, il y a un critère qui repose sur les difficultés rencontrées dans les activités de la vie quotidienne. Les activités de la vie quotidienne, c'est la mobilité. Donc là, ça va évidemment plutôt concerner des handicaps moteurs ou du polyhandicap, donc c'est la difficulté à se mettre debout, à marcher, à avoir une préhension des mains, etc. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'entretien personnel, donc se laver, assurer l'élimination, utiliser la toilette, s'habiller, prendre ses repas. Il y a un critère communication, donc parler, entendre, voir. Donc là, ça peut, je ne sais pas pourquoi il y a un E à voir d'ailleurs, je l'enlève. Donc là, ça peut concerner à la fois des troubles sensoriels, donc quelqu'un qui est sourd ou non-voyant. Ça peut concerner évidemment aussi des personnes autistes. Et ensuite, il y a un quatrième critère qui sont les tâches et exigences générales, les relations avec autrui. Donc, qui comprenait historiquement s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, et qui a été élargi au 1er janvier dernier à entreprendre des tâches multiples. Donc, vous entendrez sûrement que la PCH a été ouverte à des personnes avec handicap psychique ou handicap cognitif. C'est vrai que c'était compliqué quand on avait un handicap psychique de remplir les critères, et donc ce critère entreprendre des tâches multiples permet d'élargir l'éligibilité. Après, quand on parle de handicap cognitif, il y a vraiment beaucoup de choses dans le handicap cognitif, et il y avait déjà pas mal de personnes autistes qui étaient déjà éligibles à la PCH sans qu'on rajoute ce critère, ou même des personnes avec trisomie. Donc ça permet finalement, je dirais, d'élargir à des personnes avec peut-être une forme d'autisme moins sévère que ceux qui étaient concernés historiquement par la PCH.
J'attire votre attention aussi sur les critères de l'entretien personnel, parce que c'est vrai que, adulte, bah, c'est facile ou adolescent, c'est facile, d'expliquer que c'est pas, enfin voilà, que c'est un manque d'autonomie de pas être capable de se laver, tout seul ou de s'habiller ou prendre son repas, seul. Si vous êtes, parent d'un enfant de 2 ans, forcément, l'écart avec, un autre enfant de 2 ans, sur, le critère de l'entretien personnel, ou même sur le critère des, tâches et exigences générales, relations avec autrui, bah, va être quand même beaucoup plus difficile à démontrer. C'est ce qui fait que souvent, des MDPH ont tendance à refuser la PCH, à des personnes, enfin à des enfants, très jeunes, parce que le barème est quand même pas très bien conçu à la base pour, s'adapter, à des enfants jeunes. Il faut savoir que la PCH, en fait, à la base, a été conçue pour les adultes et qu'elle a été, élargie aux enfants assez tardivement, hein, c'est pour ça aussi que, bon, parfois certaines associations, réclament, des critères d'éligibilité qui tiennent un peu mieux compte de la situation des enfants. Donc par rapport à ces critères, qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition? Il faut avoir une difficulté absolue dans la réalisation d'une des activités dont on a parlé tout à l'heure, ou avoir, une difficulté grave dans la réalisation de 2 de ces activités. Et donc après, il y a une définition, réglementaire de ce qu'est une difficulté absolue, qui correspond au fait que l'activité ne peut pas être réalisée sans aide, y compris la simulation par la personne. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée, alors que la difficulté grave, c'est une activité qui est réalisée, mais difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité, habituellement réalisée. Et ce qu'il faut savoir aussi, mais ça en général, nous on est plutôt concernés par des handicaps, de naissance, et qui durent depuis longtemps, donc il faut que ce soit des difficultés, définitives d'une durée, au moins égale à 1 an. En général, c'est un critère que vous n'avez pas trop de mal à remplir. Donc comme je le disais, le critère d'autonomie s'apprécie en fonction de ce que ferait un enfant du même âge. Bah, un enfant de 3 ans, c'est un peu normal qu'il ait besoin d'aide pour, prendre ses repas et se laver, donc c'est plus difficile de montrer la différence par rapport à un enfant de 3 ans, sans handicap. Et donc certaines MDPH ont du mal à apprécier, ce critère d'autonomie pour les jeunes enfants, ce qui peut rendre difficile l'obtention d'une PCH quand l'enfant est très jeune, faut plutôt attendre que l'enfant il ait, 8-10 ans pour, commencer à ce que la MDPH, attribue, des PCH enfants. Ceci dit, il y a un guide qui existe, que vous aurez en lien dans la présentation, qui est pas un guide officiel, mais qui avait été, réalisé, par une association, qui essayait, de faire en sorte que ce soit, transposé dans les, consignes officielles des MDPH, mais ça n'a pas été le cas. Mais néanmoins, le guide existe et il est assez intéressant parce qu'en fait, sur tous les domaines, fonctionnels, bah, vous avez, des grilles avec, pour chaque âge, d'un enfant, ce qu'il est censé, être capable de faire et donc du coup, ça vous permet de comparer votre enfant avec, l'enfant, moyen, ordinaire et de pouvoir dire: «Bah, vous voyez, il a 3 ans, à 3 ans, il devrait pouvoir faire ça et ça, mais il ne le fait pas». Et donc ça permet d'étayer, votre demande. Et il y a un critère spécifique à la PCH enfant qui est que, bah, pour pouvoir bénéficier de la plupart des éléments de la PCH, il faut être, éligible à un complément d'AEH avec une seule exception, c'est pour l'élément 3. Donc ce qui concerne, l'aménagement du logement ou du véhicule ou le surcoût de transport, où là, c'est pas nécessaire d'être éligible au complément d'AEH. Et pour tous les autres éléments, dont on parlera tout à l'heure, bah, il faut être éligible à un complément d'AEH. Donc pour être éligible à un complément d'AEH, il faut, soit, supporter des frais, soit, pouvoir, justifier, qu'on doit, réduire son temps de travail, du fait du handicap, de l'enfant ou qu'on a été obligé de cesser de travailler du fait du handicap ou on fait appel à une tierce personne pour s'en occuper, en raison du handicap. Il y a une condition d'âge, qui, bon là, vous concerne pas vraiment, mais c'est juste pour, l'avoir en tête pour, dans très longtemps. C'est que la limite d'âge pour demander la PCH, elle est de 60 ans, sauf si la personne remplissait déjà les critères d'attribution de la PCH avant 60 ans, auquel cas on peut, la demander, après. Mais bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué, de démontrer qu'on remplissait les critères, si on n'a jamais, sollicité, la MDPH avant.
Voilà, mais en tout cas, la PCH, elle concerne les enfants et les adultes, ce qui veut dire aussi qu'il y a une continuité. Si vous aviez demandé la PCH pour votre enfant qui a 10 ans et qui continue à la toucher jusqu'à 20 ans, bah, après 20 ans, voilà, ça reste quelque part la même PCH. Alors en général, évidemment, il y aura un moment où, enfin moi c'est mon cas, hein, mon fils il a la PCH, il a des droits ouverts jusqu'à ses 20 ans et évidemment que la MDPH fait en sorte de faire que le renouvellement se fasse au moment des 20 ans de l'enfant, parce qu'aux 20 ans, il se passe plein de choses. Il peut aussi y avoir une demande d'allocation adulte handicapé. Mais les critères voilà, vont pas changer fondamentalement entre les 19 ans de l'enfant et ses 21 ans, quoi. Alors, les éléments de la PCH et le dossier. Alors, petite question, auprès de quel organisme se fait la demande de PCH? Je lance le sondage. Est-ce que c'est auprès de la CAF, auprès de la MDPH ou auprès du conseil départemental? Là, globalement, il y a un assez fort consensus autour d'une réponse. Encore quelques secondes pour ceux qui n'auraient pas encore répondu. Je pense qu'à peu près tout le monde a répondu. Il manque encore une personne. Voilà, je vais mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc la réponse évidemment la plus souvent citée, c'est la MDPH. Le conseil départemental, alors en fait le conseil départemental il verse la PCH, mais c'est après que la MDPH a pris sa décision et vous a notifié l'octroi de la PCH. Donc c'est pas directement auprès du conseil départemental qu'on fait la demande, même si c'est lui qui est le payeur, et la demande ne se fait pas non plus auprès de la CAF. Voilà. Donc la PCH, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle comprend 5 éléments qui sont liés à différents besoins. Celui dont on entend le plus souvent parler, en général par rapport aux besoins d'aide de nos enfants, c'est la PCH aide humaine, mais on parlera aussi des aides techniques, des aides à l'aménagement du logement et du véhicule et du surcoût de transport, des aides spécifiques ou exceptionnelles et des aides animalières. Alors, les 5 éléments, ils sont numérotés parce que c'est comme ça qu'ils sont dans la réglementation, hein. Il y a le premier élément de la PCH, aide humaine, deuxième élément, aide technique, etc. Donc, ils ont bien un numéro. Donc, si vous entendez parler de premier élément ou de deuxième élément, premier élément, enfin surtout le premier élément, retenez que c'est les aides humaines. Donc, comme toutes les autres demandes que vous pouvez faire auprès de la MDPH, ça se fait sur le CERFA, qui est le dossier de demande unique pour toutes les demandes auprès de la MDPH, et accompagné d'un certificat médical. Alors, le certificat médical, je vous encourage à dire à votre médecin qu'il faut le remplir de manière précise et complète, parce qu'en fait, tout ce que vous voyez là dans ce certificat médical, c'est finalement les domaines dont on parlait tout à l'heure, sur lesquels s'apprécient en fait les difficultés de la personne et qui vont permettre à la MDPH de déterminer si la personne est éligible ou pas à la PCH. Donc c'est pour ça qu'il y a les déplacements, la mobilité, la communication, la cognition. Donc là, ça regroupe le champ qui était lié à l'orientation dans le temps, dans l'espace, la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement. Alors ça n'intègre pas les nouveaux critères d'éligibilité parce que forcément ces CERFA on les change pas très souvent et donc faut pas hésiter à rajouter dans les critères, enfin dans les champs libres du certificat médical, tout ce qui concerne les nouveaux critères d'éligibilité dont je parlais tout à l'heure et notamment la capacité à entreprendre des tâches multiples. Donc voilà, il y a aussi l'entretien personnel. Enfin, j'ai pas reproduit toutes les pages, mais vous voyez que ça reprend vraiment tous les domaines qui permettent d'apprécier l'éligibilité à la PCH. Faites attention aussi que le médecin ne se trompe pas entre le A et le D, hein. Le A, c'est quand personne réalise la difficulté, réalise l'activité sans difficulté et sans aide, et le D, c'est quand elle n'est pas capable de la réaliser. Donc,
Voilà, il ne faut pas que le médecin remplisse trop vite et inverse l'échelle. Petit conseil qu'on vous avait déjà donné, concernant, l'AEH, l'idéal, c'est de remplir le dossier MDPH, enfin le CERFA en version électronique, hein, et de l'enregistrer pour pouvoir vous en resservir lors du renouvellement de votre demande. Parce qu'en fait, il y a une grande partie, du dossier, qui restera identique, et notamment, tout ce qui est, votre nom, votre adresse, et cetera. Ce qu'il faut joindre au dossier, c'est des pièces obligatoires qui sont, le certificat médical, une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Et s'il s'agit d'un adulte, il faut aussi justifier, si c'est un adulte qui est, sous protection juridique, il faut aussi justifier de la mesure de protection juridique. Mais évidemment, il faut toujours, joindre, toutes les pièces qui permettent de justifier vos demandes. Donc notamment concernant l'AEH, si vous faites appel, à une tierce personne, que vous rémunérez, ou si vous avez l'intention de faire appel à une tierce personne que vous rémunérez, c'est bien de fournir des éléments justificatifs. Alors si vous l'employez déjà, vous avez des bulletins de salaire, que vous pouvez fournir. Il faut aussi penser à fournir tout ce qui permet de justifier d'une éventuelle réduction de temps de travail, parce que ça rentre en ligne de compte, on le verra plus tard, dans la détermination, du tarif de la PCH, aidant familial. Il y a, un volet de la PCH qui concerne les aides spécifiques, derrière lesquelles on peut mettre pas mal de choses, même si le montant est limité. Mais bon, en tout cas, si vous avez, des factures ou des devis, de professionnels en libéral, qui, accompagnent votre enfant, ça peut rentrer dans le cadre des aides spécifiques. Donc joignez-les à votre dossier. Alors, on va faire un petit focus sur, la PCH, aide humaine, hein, parce qu'en général, c'est ce qui vous concerne le plus. Alors la PCH aide humaine, elle recouvre 3 choses. Elle permet soit de dédommager, un aidant familial, soit de rémunérer, un ou plusieurs salariés qui peuvent être employés directement par vous, ou qui peuvent être employés via un service mandataire, ou elle permet de rémunérer, un service, prestataire. Ou enfin, vous pouvez faire un mix, des 3 modalités, c'est tout à fait possible aussi, et c'est à votre libre choix. C'est vraiment vous qui, allez choisir, une fois que la MDPH a évalué, un nombre d'heures un nombre d'heures d'aide humaine, dont votre enfant a besoin. Vous pouvez, les répartir, comme vous voulez entre, les différentes, modalités. Alors, il y a des critères d'éligibilité, spécifiques pour la PCH aide humaine, parce qu'en plus de devoir être éligible à la PCH, donc c'est-à-dire avoir, une difficulté absolue ou 2 difficultés graves, sur les domaines fonctionnels, dont on a parlé tout à l'heure, il faut également que le temps d'aide, nécessaire à la personne apporté par un aidant familial ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie, atteigne au moins, 45 minutes par jour. Bon, en général, on est, éligible, à la PCH, c'est qu'on a besoin d'un temps d'aide substantiel, donc normalement, c'est pas très compliqué d'atteindre ce critère. Ça peut l'être un peu plus pour, certains types de handicaps, je pense notamment à des handicaps psychiques, par exemple, où, ça peut être un petit peu plus, questionné. Quand on est en IEF, on n'est pas considéré comme aidant familial. Il y a pas vraiment de lien entre les 2, hein, enfin, moi qui ai eu mon fils en instruction famille pendant longtemps, j'avais une PCH associée, alors qu'il me servait en l'occurrence à rémunérer, une tierce personne. Mais on peut pas dire, pardon, j'ai arrêté le partage. On peut pas dire que, parce que l'enfant est en instruction en famille, on peut pas être reconnu, enfin on peut pas, percevoir, une PCH, aidant familial, le critère, instruction en famille, fait pas partie des critères, d'analyse, de la MDPH. Donc comment ça se passe? La MDPH, elle va évaluer le besoin d'aide humaine en nombre d'heures par mois, en fonction des besoins de la personne. Sachant que les besoins pris en compte sont quand même, peuvent parfois sembler un peu restrictifs.
Parce qu'il y a les besoins pour les actes essentiels de l'existence. Donc ça va couvrir notamment, tout ce qui est se laver, s'habiller, se nourrir, préparer son repas. Le besoin de surveillance, alors pour les adultes, les frais supplémentaires, liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Et puis, pour les adultes toujours, l'aide à la parentalité, c'est-à-dire que pour une personne, adulte handicapée, qui a, un enfant de moins de 7 ans, elle peut, demander, dans le cadre de la PCH, une aide, à la parentalité. Donc c'est pas une aide pour les parents d'enfants handicapés, hein, c'est bien une aide pour les parents en situation de handicap qui ont, des enfants de moins de 7 ans. Donc en l'occurrence, a priori ça vous concerne pas, mais bon, c'est toujours, ou pas encore. En tout cas, c'est toujours utile, de le savoir. Et depuis le 1er janvier 2023, il y a aussi, le besoin de soutien à l'autonomie qui est pris en compte. Est-ce que la répartition, de l'aide humaine peut être modifiée dans le temps? Tout à fait, on en reparlera tout à l'heure. Alors, à votre avis, lequel ou lesquels de ces besoins d'aide humaine sont pris en compte par la PCH? Je propose de vous publier le sondage. Alors, qu'est-ce qui est pris en compte par la qui est pris en compte par la PCH? L'aide pour faire sa toilette, l'aide pour faire ses devoirs ou l'aide pour prendre son repas? Heu, J'ai mis un choix unique. Je suis désolée parce qu'en fait, il y avait plusieurs choix possibles. Donc, choisissez-en, en fait, il y a 2 choix possibles, donc choisissez-en un pour un sur les 2. Je vais mettre mon sondage. Donc effectivement, vous étiez, nombreux à considérer que l'aide pour faire ses devoirs n'est pas prise en compte par la PCH, et en effet, vous avez raison. On peut, voilà, faire prendre en compte l'aide pour faire sa toilette, l'aide pour prendre son repas. Mais c'est vrai que, dans la PCH et à nouveau parce que la PCH, n'a pas été construite pour les enfants au départ, hein, il y a quand même peu de choses autour des besoins, éducatifs, des enfants, quoi. Voilà. Ah, vous n'avez pas partagé les résultats. Vous étiez totalement au point sur cette question-là, donc bravo. Ensuite, donc on va parler des actes essentiels. Donc là, ça comprend, pas mal de choses. Donc je disais tout à l'heure, il y a tout ce qui relève de l'entretien personnel, donc faire sa toilette, s'habiller, prendre son repas, aller aux toilettes. Il y a tout ce qui relève des déplacements, dans le logement et à l'extérieur, mais à l'extérieur, c'est seulement pour ce qui concerne les démarches liées au handicap. En fait, là, ça va vraiment concerner, des personnes qui, ont un handicap moteur et qui donc même à l'intérieur de leur logement ont besoin d'aide pour se déplacer dans leur logement. Dans les autres accès essentiels, il y a la participation à la vie sociale. Là, ça va être tout ce qui relève des loisirs, de la culture, de la vie associative. Mais finalement, quand on dit à la MDPH, il y a rien qui concerne le fait d'avoir de l'aide pour aller faire des courses. Elle dit: «Bah, mettez-le dans la participation à la vie sociale». Alors bon, c'est bien, mais alors du coup, ça prend sur les temps de loisirs, de culture, et cetera. Mais effectivement, c'est pas prévu, ça devrait être dans la partie entretien personnel, prendre son repas. En fait, dans la partie prendre son repas, il y a éventuellement l'aide à la préparation du repas et l'aide pour faire la vaisselle. Dans un laps de temps qui est quand même assez limité, on le verra tout à l'heure, et il y a eu des annonces comme quoi ils allaient quand même, attribuer, à cette tâche-là, un temps, plus important, mais pour l'instant ça serait limité. Mais il y a pas, voilà, donc prendre son repas, il y a pas ils n'ont pas prévu qu'il fallait aussi faire les courses avant de pouvoir prendre son repas. Donc ça se retrouve généralement dans la participation, à la vie sociale. Donc vous avez le choix entre aller faire vos courses et quand vous êtes un adulte handicapé plutôt, entre aller faire vos courses ou aller faire du sport. Parce que la participation à la vie sociale, il faut savoir que c'est, maximum, je crois que c'est 1 heure par jour, enfin on verra tout à l'heure, donc c'est pas énorme. Ensuite, il y a, quand même, dans les actes essentiels, un petit peu de besoins éducatifs qui sont pris en compte.
Mais uniquement pour les enfants qui, sont soumis à l'obligation d'instruction, donc ça OK, mais seulement s'ils sont en attente d'une place en établissement médico-social. Donc là, effectivement, ça rejoint le débat sur l'instruction en famille. Si vous avez, fait le choix de l'instruction en famille, et que, vous avez pas vraiment matière à démontrer que, c'était un choix par défaut parce que vous étiez en attente d'une place en établissement médico-social, bah, les heures, au titre des besoins éducatifs, elles vont pas, vous être accordées, quand bien même, votre enfant, est en âge, de l'obligation, d'instruction. Depuis le 1er janvier, donc il y a des éléments qui se rajoutent, liés à, la maîtrise de son comportement et la réalisation, de tâches multiples. Enfin, l'aide pour la maîtrise de son comportement et l'aide pour la réalisation de tâches multiples. Donc là, vous avez, les temps d'aide maximum qui sont, attribués, pour, chacun de ces actes essentiels. La toilette, c'est maximum, 1h10 par jour, l'habillage, 40 minutes, l'alimentation, donc j'en parlais tout à l'heure, 1h45. En 1h45, il faut arriver à, préparer 3 repas, enfin aider à la préparation de 3 repas, aider la personne à, prendre son repas et l'aider à faire la vaisselle. Donc faut quand même être assez rapide. Et puis comme on parle quand même de personnes handicapées, il se peut que ce soit des personnes qui prennent plus de temps pour prendre leur repas et cetera, donc c'est pas tellement bien pris en compte pour l'instant, pour l'aspect alimentation. Mais, la Conférence nationale du handicap a dit qu'ils allaient augmenter, le plafond. Et ensuite, il y a l'élimination, donc ça c'est le fait d'aller enfin le besoin d'aide pour aller aux toilettes, qui est de 50 minutes par jour maximum. Ensuite, le besoin d'aide pour les déplacements dans le logement, donc c'est 35 minutes par, jour, maximum. Encore une fois, c'est plutôt destiné à des personnes qui, voilà, ont des difficultés, enfin, un handicap, moteur. Et à l'extérieur, pour les démarches liées au handicap, c'est limité à 2h30 par mois, donc 5 minutes par jour, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, vous avez, 1 heure par jour pour, la participation, à la vie sociale et 1 heure par jour pour les besoins, éducatifs, pour autant que, l'enfant soit, en attente d'une solution, médico-sociale. Et puis, on peut se dire qu'1 heure par jour, pour couvrir les besoins éducatifs, d'un enfant, c'est pas beaucoup non plus. Ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est que maintenant il y a, 2 actes essentiels supplémentaires qui existent depuis le 1er janvier, qui sont l'aide à la maîtrise de son comportement et l'aide à la réalisation de tâches multiples. Et donc ça, c'est pris en compte dans les temps, dédiés à la surveillance et au soutien, à l'autonomie, dont je vais vous parler après. Donc le besoin de surveillance, ce que dit la réglementation, c'est qu'il s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations. Il s'apprécie aussi au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, d'autres troubles comportementaux particuliers. Et il va de la nécessité d'une présence sans intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants du comportement. Donc comme ça a l'air de couvrir, des choses assez larges, mais c'est limité à 3 heures par jour. Et en plus, ce qui est dit dans la réglementation, c'est que c'est cumulable avec les temps d'aide liés aux actes essentiels, mais dans la limite du temps maximum attribuable aux actes essentiels qui est de 10h05, comptant le soutien à l'autonomie. Donc ça veut dire que, la réglementation prévoit même pas qu'il puisse y avoir un cumul des 10h05 plus 3 heures, quoi. C'est, tout doit rentrer dans 10h05. Il y a une exception qui permet de déplafonner le besoin de surveillance à 24 heures par jour, mais en général, on a du mal, nous, compte tenu des types de handicap de nos enfants, à faire valoir cette exception, parce que c'est pour des personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels, ça, il y en a parmi nos enfants, et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour, les gestes de la vie quotidienne. Et le problème, c'est que la réglementation précise que cette présence constante ou quasi constante, elle implique qu'il y ait, besoin d'intervention itérative dans la journée et aussi d'intervention active la nuit. Donc finalement, si vous avez, un enfant, qui, dort, un petit peu la nuit, quoi, au moins 6 heures par nuit, et que vous n'avez pas besoin, de, vous relever, pour vous occuper de lui, en fait, vous n'allez pas rentrer, dans, l'exception qui permet, de déplafonner, le besoin de surveillance à 24 heures par jour.
Et d'ailleurs, la réglementation cite même un exemple de ce que ça peut être des besoins d'intervention la nuit. C'est prévention des escarres, aspiration endotrachéale. Donc, ça a été très pensé pour des personnes avec un handicap moteur qui peuvent avoir besoin qu'on les aide à se retourner la nuit pour prévenir les escarres ou qu'on fasse des aspirations endotrachéales pour qu'elles puissent respirer. Donc, voilà pour le besoin de surveillance. Et la nouveauté depuis le 1er janvier, c'est le soutien à l'autonomie, donc avec un maximum de 3 heures par jour, qui couvre quand même pas mal de besoins. Alors, je ne vais peut-être pas vous lire de manière exhaustive tout ce qui est dans la réglementation. J'ai préféré reproduire voilà, ce qui est prévu dans la réglementation, c'est-à-dire l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles. On est au début en fait de ce nouveau besoin pris en compte par la prestation de compensation du handicap. Donc je ne suis pas forcément encore en mesure de vous donner des exemples concrets de ce que la MDPH ou les MDPH prennent en compte ou pas au titre du soutien à l'autonomie. Donc c'est un peu à vous de lire un peu tous ces besoins couverts dans le cadre du soutien à l'autonomie et de voir si y a dans le concret y a des choses concernant votre enfant qui peuvent relever de ce soutien à l'autonomie. Bon, et ce qui est bien quand même, c'est que là, pour le coup, il est cumulable avec les temps-d'aide au titre des actes essentiels et de la surveillance. Donc c'est bien 3 heures supplémentaires par jour qu'on peut faire prendre en considération par la MDPH. Ensuite, là, ça concerne les adultes. Je le mets pour mémoire et parce que ce support sur la prestation de compensation du handicap a vocation à balayer toutes les dimensions de la prestation de compensation du handicap et pas uniquement ce qui concerne les enfants. Mais là, ça concerne vraiment que les adultes handicapés, puisque ça couvre le besoin d'aide humaine qui est lié à une activité professionnelle ou à une fonction élective. Voilà, avec des précisions d'exclusion sur le fait que si c'est déjà pris en compte par ailleurs, soit au titre des actes essentiels de la PCH, soit par la GFIP, évidemment, il n'y a pas de double comptage et il y a un plafond de 13 heures par mois. Ensuite, donc l'aide à la parentalité, à nouveau, ça concerne les parents qui sont eux-mêmes en situation de handicap et qui ont un enfant de moins de 7 ans. Il y a 2 volets dans l'aide à la parentalité. Il y a un volet aide humaine qui est forfaitaire, qui est voilà, de 900 € pour un couple qui a un enfant de moins de 3 ans, de 450 € pour un couple qui a un enfant de 3 à 7 ans. Et si c'est une famille monoparentale, les montants augmentent respectivement à 1 350 € et 675 €. Ce qui est un peu curieux, c'est que c'est forfaitaire, quel que soit le nombre d'enfants. Donc on considère qu'on n'a pas plus besoin d'aide si on a des triplés de moins de 3 ans que si on a un enfant de moins de 3 ans. Et donc en plus de ce montant d'aide humaine à la parentalité, il y a un montant d'aide technique à la parentalité, voilà, qui là, pareil, est forfaitaire avec 3 montants qui sont versés, un à la naissance, un au 3e anniversaire et un au 6e anniversaire de l'enfant. Les tarifs de la PCH, alors ils bougent souvent en ce moment parce qu'en fait, avec l'inflation, il y a les tarifs de référence qui bougent beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tarif de référence, enfin le tarif par rapport auquel se calcule, enfin le montant par rapport auquel se calcule le tarif de la PCH aidant familial, c'est le SMIC. Donc dès que le SMIC bouge, la PCH aidant familial bouge. Et en ce qui concerne l'emploi direct d'une tierce personne, ça dépend de la convention collective du particulier employeur. Donc pareil, dès qu'il y a une renégociation des salaires minimums de la convention collective du particulier employeur, ça augmente les tarifs. Et c'est pareil aussi pour les tarifs pour un service mandataire. Et le tarif prestataire, alors ça a changé. Avant, c'était indexé sur les tarifs minimums de la branche des services d'aide à la personne. Et maintenant, c'est au bon vouloir du gouvernement quand il veut bien le revaloriser. Bon, donc ça, c'est vrai depuis l'année dernière. Il y avait une augmentation substantielle qui avait amené la PCH prestataire à 22 €. Moi, j'avais un peu la crainte que du coup, il s'arrête là et qu'après, le montant reste figé ad vitam aeternam. Bon, ils l'ont réaugmenté à nouveau cette année à 23 €. Plutôt une bonne nouvelle, mais il faut s'attendre peut-être à ce que ces tarifs, ils
il change une fois par an, mais pas plus pour les services prestataires. Après, ce qu'il faut savoir pour les services prestataires, c'est qu'il y a un minimum qui est de 23 €. Et qu'en fait, les départements peuvent conventionner les services prestataires et fixer un tarif plus important. Ce qui est parfois le cas, parce que c'est vrai que dans le domaine du handicap, ça nécessite quand même des personnels un peu plus formés et des expertises particulières. Donc il faut voir avec le département et le service auquel vous faites appel, quel est le tarif de remboursement. Concernant la PCH aidant familial, donc bah, le tarif dépend du fait que vous ayez ou pas une activité professionnelle à temps plein. Hem, et évidemment, si vous avez une activité à temps partiel ou si vous avez cessé de travailler, il faut aussi démontrer que c'est parce que c'est lié au handicap. Mais enfin, souvent, déjà, si vous êtes éligible à la PCH, c'est qu'on a reconnu qu'il y avait un besoin d'aide humaine important. Donc du coup, c'est que si vous avez réduit votre temps de travail, c'est quand même bien à cause du handicap. Donc voilà, donc il y a 2 tarifs différents qui actuellement sont de 4,50 € si vous avez une activité professionnelle à temps plein ou 6,75 € si vous avez cessé de travailler ou que vous avez une activité professionnelle à temps partiel. Voilà, sur l'emploi direct et le service mandataire, il y a 2 tarifs aussi, mais bon, le tarif lié au fait qu'il y ait besoin de gestes liés à des soins ou aspirations endotrachéales, c'est très spécifique à certains handicaps moteurs et polyhandicaps. Quelques petites choses à savoir sur le tarif de la PCH emploi direct. Donc aujourd'hui, il est de 16,88 € et il est destiné à couvrir le salaire net et les cotisations sociales. Et donc, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez payer, enfin, si vous ne voulez pas avoir de reste à charge, vous pouvez payer un salaire qui est compris entre 10,36 € net de l'heure et 11,44 € net de l'heure, si vous optez pour la majoration de 10 au titre des congés payés incluse dans le salaire. Parce que vous avez aussi la possibilité de payer les congés au moment de la prise de congé. Dans ce cas-là, évidemment, le salaire net minimum, il est plus bas, hein, il peut être à 9,42 €. Et donc, c'est important quand même de savoir que vous pouvez payer, enfin, même si avec, enfin, vous pouvez payer votre salarié 11,44 € net de l'heure, vous en rajoutez 5,44 € de cotisation et ça fait pile poil le montant de la PCH emploi direct qui est de 16,88 €. Mais vous pouvez aussi vous dire que vous aurez des frais annexes, parce que quand on emploie un salarié, bah, il y a d'autres frais que le salaire que vous payez tous les mois. Il peut y avoir une indemnité de fin de contrat à payer à la fin, par exemple. Et donc du coup, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez très bien payer le salaire minimum de 10,36 €. Ça vous laissera un petit peu de marge, que vous garderez de côté, pour, payer, les aléas, indemnité de fin de contrat, médecine du travail et cetera. Donc vous avez quand même cette souplesse-là de garder, une petite réserve de côté. Parce qu'en fait, ce qui va être contrôlé quand on va contrôler que vous utilisez bien, la PCH, conformément à ce qui a été décidé, c'est qu'on va contrôler le nombre d'heures que vous utilisez. Mais finalement, si vous avez donné 100 heures, vous dépensez 100, vous consommez effectivement 100 heures de PCH emploi direct, mais pour un montant tous les mois qui est un peu moindre que celui qui vous est versé, a priori, c'est normal parce que vous pouvez parfaitement garder un petit peu de côté pour payer les aléas. Après, si vous devez payer plus de 11,44 € net, ce qui est quand même aussi souvent le cas, notamment quand vous vous en servez pour payer des éducateurs qui coûtent un peu plus cher que 11,44 € net, bah, vous aurez un reste à charge. Et là, sur ce reste à charge, bah, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 donc vous le déclarerez sur votre déclaration d'impôt. Et n'oubliez pas aussi que vous bénéficiez d'une exonération partielle de cotisation. Et pour en bénéficier, il ne faut pas oublier d'envoyer votre notification de PCH au centre CESU. Enfin, peut-être que vous en bénéficiez déjà aujourd'hui. Si vous êtes à la l'AEH, souvent vous en bénéficiez déjà, donc vous n'avez pas besoin de renvoyer à nouveau votre notification de PCH, hein. C'est la même exonération que vous perceviez l'AEH, la PCH ou que vous ayez la carte mobilité inclusion.
Mais en tout cas, si voilà, si vous n'aviez jamais, demandé cette exonération, n'oubliez pas de la demander parce que là, dans tous les chiffres que je vous donne là, sur ce transparent, le montant des cotisations que j'indique, c'est bien en tenant compte de, l'exonération, de cotisations dont vous pouvez bénéficier. Chose à savoir aussi, c'est que dans certains cas, le parent ou le conjoint de la personne handicapée peut être rémunéré en PCH emploi direct, plutôt qu'en dédommagement, de l'aidant familial. Donc c'est, plus avantageux parce que du coup, il peut toucher jusqu'à, 11,44 € net, par heure, au lieu de, 6,75 € de dédommagement, de l'aidant familial. Du coup, ça permet de bénéficier de la protection d'un salarié, notamment, les droits au chômage, si par exemple la personne aidée vient rejoindre l'établissement et donc elle a plus besoin d'aidant familial. Mais attention, il y a des conditions, il faut que la personne handicapée soit majeure, ça va pas vous concerner si vous avez un enfant mineur, et il faut que son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Et donc ça, il faut que ce soit reconnu par la MDPH. Donc c'est important aussi, voilà, si vous voulez prétendre, à être, embauché, par, votre enfant devenu adulte, pour pouvoir, toucher la PCH, emploi direct, il faut, demander à la MDPH de bien se prononcer sur le fait que, vous remplissez bien, enfin votre enfant adulte, encore une fois, a besoin d'une aide totale, pour la plupart des actes essentiels et d'une présence, constante ou quasi constante. Vous retrouverez ici, les tous les liens utiles, pour, pouvoir, faire vos petits calculs. Vous avez la grille, de salaire des métiers de la convention, du particulier employeur, qui encore une fois, change de temps en temps, surtout en cette période d'inflation. Donc du coup, moi je vous ai mis des chiffres dans le support, mais ils peuvent bouger très vite, donc veillez à revérifier, si vous vous posez la question dans un an. Il faut rechercher les chiffres, donc sur les salaires minimums conventionnels, dans la grille des métiers des salariés à domicile. Vous avez, aussi un simulateur de calcul, de cotisation sociale, sur le site, du CESU. Heu, Ça pareil, n'hésitez pas à vous en servir parce que les cotisations sociales, les taux de cotisation sociale changent aussi un petit peu de temps en temps. Alors, autre chose à savoir sur la PCH aide humaine, c'est qu'il y a des forfaits en cas de surdité, de cécité et maintenant également aussi de surdicécité. Donc, ça présente l'avantage que ça permet d'éviter de s'embêter à justifier d'un besoin en nombre d'heures et ça permet à la MDPH finalement de faire l'évaluation, beaucoup plus rapidement, que quand elle est obligée, d'évaluer le temps d'aide, sur chaque domaine, et pour chaque besoin. Hem, donc voilà, vous avez les montants, ici. Heu et du coup aussi l'avantage de ces forfaits, c'est qu'il y a pas de contrôle ensuite, sur le nombre d'heures, c'est le versement d'un forfait, donc on ne demande pas après de justifier que vous avez bien utilisé, tel ou tel nombre d'heures. Ensuite, à savoir, il y a une condition de ressources, mais qui est en fait assez light. Ne vous laissez pas impressionner par le fait qu'on vous parle de conditions de ressources sur, la PCH et la PCH aide humaine en particulier. Parce qu'en fait, ce plafond de ressources de 29 061 et quelques par an, pour, la personne handicapée ou ses parents, elle ne concerne pas les revenus d'activité professionnelle de la personne handicapée ou de ses parents. Donc en fait, c'est vraiment pour des personnes qui auraient, des revenus financiers ou des revenus, générés par un patrimoine, immobilier, important. Donc finalement, il y a assez peu de personnes qui sont concernées par, ce plafond de ressources et c'est un plafond de ressources en fait qui n'entraîne d'ailleurs pas, la suppression de la PCH, hein. Ça réduit, simplement la PCH de 20 par rapport, au montant, qui devrait être versé, heu, si le plafond de ressources n'est pas atteint. Alors chose importante à savoir, le dédommagement d'aidant familial, il est plafonné.
Donc, il est plafonné à 1160 actuellement, hein, 1160,25 € par mois et par aidant familial. Si vous êtes 2 aidants familiaux dans le foyer, bah, vous pouvez, dépasser ces 1160,25 €, mais par contre, pas de chance, si vous êtes, une famille monoparentale, a priori, vous ne pouvez pas, dépasser, si vous êtes, le seul, aidant familial à s'occuper de l'enfant. Et donc ça correspond à peu près, 250 heures à 4,50 € ou, 171 heures à 6,75 €. Et donc ça veut dire qu'en fait, si on vous accorde plus d'heures, vous avez intérêt à convertir le surplus en heures d'emploi direct ou de prestataire. Parce que si finalement, la MDPH vous dit: «Bah, vous avez droit à 171 heures enfin, vous avez droit globalement à, 250 heures, de, PCH aidant familial, mais ça va être plafonné à 1160,25 €», bah, ça veut dire qu'en réalité, elle vous verse, 171 heures de PCH, et que donc il y a, 79 heures, qui, partent en fumée parce que, le montant de la PCH, aidant familial, est plafonné. Donc tant qu'à faire, autant vous faire aider, autant aller chercher, un service prestataire ou voilà, une tierce personne, que vous allez salarier, pour, vous aider parce que, ça vous fera de l'argent en plus, que pour enfin, vous aurez de l'argent en plus pour payer cette tierce personne, alors que sinon, bah, vous êtes obligé de vous contenter des 1160,25 €. Alors il y a un cas particulier où le dédommagement est un petit peu plus élevé, où il peut atteindre 1 392,30 €. Et c'est, je cite: «Lorsque l'aidant n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne». Donc là, ça correspond à, 206 heures à, 6,75 €. C'est pas toujours évident d'avoir ce dédommagement majoré. Parce que, moi j'ai vu des cas assez étranges où, alors que, le parent, restait, 100 de son temps, 24 heures sur 24 avec son enfant, qui, par ailleurs, n'avait aucune solution d'accueil nulle part, et bah, malgré tout, le conseil départemental, refusait d'aller au-delà des 1 160,25 €. La MDPH refusait d'écrire, sur la notification, bah, que, la personne remplissait bien la condition qui permettait d'être éligible, au dédommagement majoré. Donc ça peut être quand même un sujet de litige, assez fréquent avec, les MDPH. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des recours, dans ces cas-là, parce qu'aussi on voit bien que les agents des MDPH, ils sont un peu largués, hein, parce qu'entre, quel est le tarif qui s'applique? Est-ce que c'est 4,50 € de l'heure? Est-ce que c'est 6,75 € de l'heure? Comment ça marche le plafonnement, et cetera? Malheureusement, les agents de la MDPH ont pas toujours, le bon niveau d'expertise, et il y a quand même souvent des erreurs, sur, les notifications. Donc faut pas hésiter à faire un recours, si nécessaire. Alors, on va passer à quelques questions, voir si vous avez un peu, compris, l'esprit de tout ça. Donc Jean a reçu une notification d'octroi de la PCH aide humaine, avec 50 heures d'aide familiale et 100 heures d'emploi direct pour un total de 1 913 heures par mois, et il veut, utiliser la totalité de ces 150 heures en emploi direct. Donc combien est-ce qu'il percevra? Est-ce que ce sera 1 913 heures parce que c'est ce qui est indiqué sur la notification? Ou est-ce que c'est, 2 532 €, qui correspondrait à 150 heures fois, 16,88 €? Je vous lance le petit sondage pour que vous puissiez me répondre. Pour l'instant, les réponses sont un peu partagées. Je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir. Je vois que ça vous laisse perplexe et l'air de nécessiter réflexion. Ça reste très, très, très partagé. Bon, je pense que tous ceux d'entre vous qui avaient envie de répondre ont répondu.
en sondage et je vous partage les résultats. Donc, comme vous le voyez, il y avait, c'est presque moitié-moitié entre 1 913 € et 2 532 €. Donc, en fait, c'est plutôt 2 532 €. Alors, peut-être revenir en arrière si j'y arrive. En fait, donc, vous avez le libre choix de la manière dont vous affectez les heures de PCH et d'humaine. Donc, même si c'est écrit sur la notification que vous avez 50 heures d'aide familiale et 100 heures d'emploi direct, c'est toujours possible de demander au conseil départemental de les affecter différemment. Bon, évidemment, il faut prévenir en amont quand même que le conseil départemental ait le temps de prendre en compte l'information. Parfois, on va dans certains départements, on va vous réorienter vers la MDPH qui va du coup ressortir un nouveau document, mais qui n'est pas une nouvelle décision, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'une nouvelle décision de la CDAPH pour réaffecter différemment les heures. Mais parfois, le conseil départemental demande que ce soit la MDPH qui dise bon, bah, OK, maintenant, avant c'était 50 heures d'aide en familiale et 100 heures d'emploi direct, maintenant on passe à 150 heures d'emploi direct. Donc normalement, voilà, Jean a la possibilité quand même de dire à la MDPH ou au conseil départemental selon les départements qu'il veut changer les modalités de versement de la PCH et du MEN. Et donc même si sur la notification initiale, il était écrit qu'il aurait 1 913 €, bah, en fait, à partir du moment où il dit en fait je veux utiliser la totalité des 150 heures en emploi direct, bah, il pourra toucher 2 532 €. Alors, encore une autre question, un autre petit exercice. Donc Camille, elle a reçu une notification d'octroi de la PCH aide humaine, alors comme Jean, de 50 heures d'aide familiale et 100 heures d'emploi direct, hein, toujours pour 1 913 € par mois. Et elle a finalement pas eu recours à l'emploi direct. Donc combien est-ce qu'elle va percevoir? Est-ce qu'elle va percevoir 1 913 € parce que de toute façon, c'est ce qui est indiqué sur la notification, 225 € qui correspond à 50 heures multipliées par 4,50 € parce que du coup, elle n'a pas utilisé les heures de PCH emploi direct, donc elles sont perdues, ou 675 heures qui correspond à 150 heures multipliées par 4,50 € parce qu'elle a elle a prévenu le conseil départemental qu'elle voulait répartir ses heures d'aide humaine différemment. Publie le sondage et je vous laisse répondre. Voilà, c'est assez unanime, hein, les réponses pour le coup. Quelques secondes. Vous êtes 12 sur les 17 à avoir répondu. 3 secondes et je mets fin au sondage. Alors, vous avez principalement répondu 675 €. Donc effectivement, si elle prévient le conseil départemental qu'elle voulait répartir ses heures d'aide humaine différemment, normalement, si tout se passe bien et que le conseil départemental prend en compte la demande, bah, elle va pouvoir toucher 150 heures de PCH aidant familial, donc au tarif de 4,50 €. C'est pas faux non plus de répondre 225 € parce qu'en fait, bah, elle va, si elle prévient pas, du coup, les heures de PCH emploi direct vont être perdues et du coup, à la fin, elle aura 225 €. Alors bon, il y a quand même, des personnes qui ont répondu 1 913 €. C'est pas entièrement faux non plus parce qu'en fait, si elle fait rien et qu'elle continue à percevoir la PCH, effectivement, sur le moment, elle va continuer à percevoir 1 913 €. Le problème va plutôt se poser au moment où il va y avoir un contrôle, où, là, le conseil départemental va vérifier si elle a utilisé, les heures de PCH emploi direct. Et va constater que non et du coup, va lui demander le remboursement ou va, voilà, se rembourser en diminuant le montant de la PCH sur les mois suivants. Donc en réalité, à la fin, elle aura 225 €, si elle fait comme ça. Elle aura bien touché 1 913, mais il va falloir qu'elle rembourse plus de 1 600 €. Voilà.
Transformer les heures, c'est compliqué. Ouais, et effectivement, Nathalie dit que c'est compliqué. Alors, ça dépend des départements. Il y en a qui sont très bien structurés, qui savent faire, et du coup, ça pose aucun problème. Il y en a d'autres qui découvrent que c'est possible et donc du coup, c'est très, très, compliqué à gérer. Et après, bon, faut être réaliste aussi, faut pas le faire tous les 4 matins non plus, hein, parce que c'est sûr que si vous voulez le faire tous les mois, pardon. Si vous voulez le faire tous les mois, forcément, le conseil départemental, la MDPH, si c'est elle qui doit, ressortir le petit papier à chaque fois, bah, ils vont avoir du mal à suivre, quoi. Donc, dans l'idéal, si vous pouvez, rester quand même sur des choses assez stables et quand vous faites une modification, faut mieux que ce soit une modification qui concerne une période longue, parce que, si c'est juste à l'échelle d'un mois, c'est sûr que ça va pas être simple à faire prendre en compte correctement, quoi. Et si vous essayez de le faire prendre en compte, rétroactivement, là, je pense que c'est quasiment, impossible, en fait. Pardon. Voilà, ensuite donc pour parler du libre choix des modalités d'aide humaine, donc ce que je disais, hein, il faut prévenir le conseil départemental, la MDPH selon les départements. Il faut que ce soit avant le versement. Moi, je conseille que ce soit au moins 3 semaines, un mois, en tout cas à Paris, c'est ce qu'ils demandent. Heu Bon, par contre, si en ayant fait ça, vous avez un refus du conseil départemental, là, vous êtes tout à fait, légitime, à faire un recours. L'article, que je vous ai mis là, du code de l'action sociale et des familles est très clair sur le fait que vous avez vraiment le libre choix, de, la répartition, des heures d'aide humaine. Alors, encore une petite question. Léa est maman solo, elle travaille pas en raison des besoins de son enfant handicapé. Elle a reçu une notification d'octroi de la PCH Aide humaine, donc 240 heures d'aide en familiale pour un total de 1 392,30 €. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que, elle doit faire un recours auprès de la MDPH parce qu'en fait, si vous faites le calcul, 240 fois, 6,75 €, elle devrait avoir, 1 620 €. Est-ce qu'elle, fait rien parce qu'en fait la PCH aidant familiale, elle est plafonnée, dans son cas à 1 392,30 €. Donc ça représente 206 heures, et 16 minutes, et elle perd, le solde des heures finalement par rapport aux 240 heures, qui ont été évaluées. Ou est-ce que, elle demande une réallocation de ses heures en prenant, bah, finalement 206 heures 16 de PCH aidant familial et 33 heures 44 de PCH prestataire, ce qui lui ferait, un total de, 2 168,16 €. Je vous publie le petit sondage et je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Alors Julia demande si on modifie, la répartition après notification en augmentant les horaires de Deduxp, comment faire valoir l'augmentation horaire? Bah, en fait, c'est toujours pareil, hein, peut-être qu'au départ vous aviez, 200 heures dont, 100 heures, d'aidant familial et 100 heures, d'emploi direct. Et puis si finalement, vous décidez que vous avez besoin de 150 heures d'emploi direct plutôt que 100 heures, bah, vous dites: «J'ai besoin de 150 heures d'emploi direct et donc du coup je diminue mes 100 heures d'aidant familial à 50». L'essentiel, c'est de rester dans l'enveloppe globale, de la MDPH. Par contre, si vous avez besoin d'une augmentation, vous aviez 200 heures au total et vous avez besoin de passer à 250 heures, là, par contre, il faut une révision de votre dossier et c'est pas évident parce que les besoins, les besoins de votre enfant n'auront pas nécessairement changé, du point de vue de la MDPH. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, je mets fin au sondage. Et je vous partage le résultat. Donc il y avait, 2 réponses, enfin non 3 réponses, avec, une répartition, assez équilibrée. Donc du coup, je vais, heu, passer la réponse. Donc effectivement,
Le recours auprès de la MDPH pour essayer d'avoir 1620 heures, 820 euros, pardon, non, parce qu'effectivement, il y a le plafond de la PCH aidant familial dont on parlait, qui fait que même si la MDPH a évalué que le besoin était de 240 heures, si la PCH aide humaine, elle est versée uniquement sous forme de dédommagement de l'aidant familial, et ben, du coup, c'est plafonné à 1 392,30 €. Donc vous pourrez jamais percevoir 240 heures à 6,75 €. Ça va pas être possible. Donc soit effectivement, vous faites rien et vous dites: «Bah, tant pis, hein, de toute façon la PCH est plafonnée». Soit vous vous dites: «Ben, c'est dommage parce que du coup, j'avais 33 h 44 qui finalement ne me sont pas payées, donc autant demander une réallocation des heures», et c'est ce que certains d'entre vous ont répondu, donc par exemple en PCH prestataire. Ce qui fait qu'à la fin, vous allez toucher 2 168,16 €, alors que si vous étiez contenté de toucher uniquement le dédommagement de l'aidant familial, vous auriez été limité à 1 392,30 €. Donc sachez-le parce que c'est vraiment pas la MDPH qui va vous le dire. C'est-à-dire que la MDPH, ça ne gêne pas du tout de vous notifier 240 heures et de vous dire: «Ah ben, tant pis pour vous, vous toucherez que 206 heures». C'est pas les gens de la MDPH généralement qui vont vous dire: «Ah bah tiens, dans votre cas, ce serait peut-être bien quand même d'utiliser le solde de vos heures, pour, payer un prestataire ou, un salarié que vous embaucheriez». Ça, ils oublient complètement de vous le dire, donc c'est mieux de le savoir. Alors parlons contrôle d'effectivité. Donc pour la PCH emploi direct, la PCH mandataire, la PCH prestataire, le conseil départemental, il va vérifier, le nombre d'heures, que vous utilisez, sauf quand vous êtes dans le cas des forfaits, cécité, surdité ou PCH parentalité. Le conseil départemental, il n'a pas le droit de vous notifier un contrôle, plus qu'1 fois tous les 6 mois. Et donc en fait, il va vérifier, l'effectivité sur, la totalité de la période de 6 mois. C'est-à-dire que si la MDPH, elle vous a accordé, 100 heures par mois de PCH prestataire, ce que va faire le conseil départemental, c'est qu'il va vérifier que vous avez payé, 600 heures de PCH à un prestataire, enfin 600, si oui, 600 heures à un prestataire sur cette période de 6 mois. Donc, même si c'est pas régulier sur les 6 mois et que, il y a eu, un mois où c'était 80 et le mois suivant où c'était 120, enfin 80 heures ou 120 heures, du moment que, sur la totalité de la période de 6 mois, il y a bien eu, 600 heures, rémunérées, à un prestataire, c'est bon, le contrôle d'effectivité est correct. Par contre, voilà, si finalement le conseil départemental constate que, il y a eu que, 500 heures de prestataires qui ont été, entre guillemets, «consommées», alors qu'il vous a versé, 600 heures de PCH, bah, là, il va vous demander de rembourser, 100 heures. Et donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est bien le nombre d'heures qui va être vérifié. Parfois, en fait, on pourrait penser, et ça pourrait sembler un peu intuitif, qu'en fait, ce qui compte, c'est le montant. Donc parfois, les personnes se disent: «Bah oui, mais moi, mon prestataire ou mon salarié, il coûte plus cher. Du coup, bah, avec l'enveloppe, de PCH qui m'a été accordée, bah, je vais le rémunérer, moins d'heures». Mais ça, le conseil départemental, il va vous dire: «Bah, non, non, en fait, même si vous avez, dépensé toute l'enveloppe, vous me remboursez quand même. Le reste, de toute façon, c'était un reste à charge pour vous, parce que, vous avez payé votre prestataire ou votre salarié, plus cher que, le tarif horaire maximum de la PCH». Donc faites bien attention à ça. La durée de la PCH aide humaine, le cas général, c'est une durée maximale de 10 ans. Alors bon, avec, beaucoup d'amplitude, selon les cas et notamment avec les enfants, bah, on sait bien que la MDPH, elle aime bien, revoir les dossiers régulièrement. C'est quand même rare d'avoir 10 ans pour un enfant, mais c'est moins rare quand c'est un adulte. Et il peut y avoir aussi un droit à vie, mais pareil, qui concerne quand même plutôt des adultes, lorsque le handicap n'est pas susceptible, d'évoluer, favorablement. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, même si la PCH, a été accordée, sans limitation de durée, ça n'empêche pas du tout de faire une demande de révision, si, vos besoins, changent en cours de route. Alors PCH aide humaine reste à charge, donc ce que je vous disais tout à l'heure, votre salarié ou votre service prestataire, il peut avoir un coût horaire, supérieur au tarif horaire de la PCH. Donc dans ce cas, le reste à charge, peut vous ouvrir droit à un crédit d'impôt de 50 du reste à charge. Le crédit d'impôt, il est limité à 10 000 € par an.
faites attention quand même. En fait, dans votre déclaration d'impôt, ce que vous avez déclaré sur la plateforme CESU quand vous embauchez un salarié, le montant de ce que vous avez déclaré plus les cotisations sociales va être pré-rempli sur votre déclaration d'impôt, parce que, normalement, vous êtes éligible à un crédit d'impôt, pour, service à la personne. Donc n'oubliez pas, de mettre dans la petite case en dessous le montant de la PCH que vous avez perçu, pour que le crédit d'impôt, il s'applique uniquement sur votre reste à charge, et pas sur la totalité du montant que vous avez payé. Sinon, vous risqueriez d'avoir, des mauvaises surprises, et on a beaucoup d'exemples que, l'administration des impôts, contrôle, très attentivement tout ça. Donc faut mieux éviter de tenter pour voir, parce que, en général, ça passe pas trop. Donc n'oubliez, surtout pas de déduire la PCH, du montant, déclaré, aux impôts. Donc un petit exemple, vous avez une auxiliaire de vie qui est rémunérée, 13 € net par heure. Ça fait, 19,19 € cotisations comprises et donc si vous l'embauchez, 100 heures par mois, ça fait, 1 219 € par mois et 23 028 € par an. Si vous avez une PCH emploi direct de 1 688 €, correspond aux 100 heures multiplié par le tarif de la PCH emploi direct qui est de 16,88 €. Vous pouvez déclarer la différence aux impôts. Donc ça représentera une différence de 221 € par mois et donc de 2 772 € par an et donc vous bénéficierez, d'un, crédit d'impôt qui, est, de 1 386 €. Il y a un petit 6 en trop. Hem et donc voilà, c'est là où c'est important de remplir correctement votre déclaration parce que, ce qui va se passer, c'est que sur votre déclaration, vous allez voir que, le montant, total, que vous avez, payé de 23 028 € sur l'ensemble de l'année, salaire plus cotisation, comprises, il est déjà pré-rempli dans votre déclaration d'impôt. Donc si vous mentionnez pas que vous avez eu, une aide de la PCH, le calcul, de votre, crédit d'impôt, il va être de, 11 000 €. Bon, alors c'est plafonné à 10 000, mais bon, voilà, l'administration des impôts, elle va commencer par calculer que vous avez droit à un crédit d'impôt de 10 000 €, jusqu'au jour où elle va s'apercevoir que vous avez oublié de déclarer, que vous aviez, une aide. Et donc du coup, elle va vous dire: «Ah mais en fait, on vous a remboursé 10 000 €, mais en fait, on aurait dû vous rembourser que, 1 386 €, donc vous devez, 8 600 et quelques». Donc ça fait quand même un peu mal, quand la note arrive parce qu'en général, quand ça se passe comme ça, c'est que, on n'y avait pas pensé et qu'on n'avait pas forcément, provisionné, le montant du redressement fiscal. Donc faut mieux ne pas se tromper dans sa déclaration d'impôt. Ensuite, versement, du crédit d'impôt, donc si c'est la première fois que vous faites appel, enfin que vous avez un salarié à domicile, le versement du crédit d'impôt, il va être en août de l'année N+1. Ça, vous avez versé un salaire durant l'année N. Ensuite, vous déclarez vos impôts, vous faites votre déclaration d'impôt, vos impôts sont calculés et là, on vous rembourse l'administration vous rembourse votre crédit d'impôt en N+1. L'année suivante, ça va être un petit peu différent, l'administration, enfin, au niveau trésorerie, ça va être un peu plus facile parce que, dès janvier de l'année N+2, l'administration va vous verser un acompte qui sera calculé par rapport à ce que vous avez déclaré, l'année précédente, donc qui ne correspondra pas, au montant, que vous avez, effectivement, payé, à votre salarié, et aux URSSAF. Mais du coup, bah, ça vous permet, voilà d'avoir, un petit peu de trésorerie, qui vous revient, dès le mois de janvier et c'est en août, en fait, qu'il y aura une régularisation, du solde du montant du crédit d'impôt, qui sera calculé là sur les dépenses que vous avez, effectivement, supportées. Vous avez peut-être entendu parler ou peut-être pratiqué, le crédit d'impôt immédiat. Donc ça, c'est encore mieux parce que ça veut dire que tous les mois, quand vous déclarez sur la plateforme CESU, en fait, le crédit d'impôt est pris en compte automatiquement. Et donc vous n'avez pas d'avance de frais, à faire et vous n'avez pas à attendre que l'administration fiscale, calcule votre impôt, pour, avoir, la totalité de votre crédit d'impôt.
Mais comme c'est compliqué à mettre en œuvre quand on perçoit la PCH, du coup, c'est pas voilà, c'est pas encore possible de bénéficier du crédit d'impôt immédiat quand on perçoit la PCH. Mais c'est prévu pour, 2024, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'ils repoussent, donc je ne sais pas si ça se fera effectivement, en 2024. La PCH en établissement, alors cas particulier de PCH, quand la personne handicapée, elle est hospitalisée dans un établissement de santé ou qu'elle est, hébergée, dans un établissement social ou médico-social, la PCH aide humaine, elle est diminuée de 90. Et c'est une réduction qui intervient, au-delà de 45 jours consécutifs de séjour, ou alors, 60 jours si ça oblige la personne handicapée à licencier, son ou ses aides à domicile. Du coup, si votre enfant, il est en internat, mais que c'est un hébergement intermittent, par exemple, il revient le week-end, pendant les vacances et cetera, la PCH, elle sera réduite uniquement pendant les périodes, où, la personne, est hébergée, dans l'établissement. Donc il va falloir que vous ayez, de la part de l'établissement, un décompte, des jours d'accueil pour pouvoir, justifier, auprès du conseil départemental, du montant de PCH qui, est à vous verser. Quelques ressources, donc vous avez, le site de la CNSA qui est en général le site le plus à jour sur, les tarifs de la PCH. Bon, ce qui est embêtant, c'est que c'est un PDF, donc en fait, faites une recherche dans Google pour essayer de trouver, le PDF le plus récent que, la CNSA ait publié sur, les tarifs de la PCH. Il y a aussi le site service public sur lequel vous pouvez trouver les tarifs, mais il n'est pas franchement toujours à jour. Et là, j'ai regardé la semaine dernière, il n'était pas à jour, par exemple, sur les tarifs de la PCH, aidant familial. Donc bon, c'est utile, mais bon, la meilleure source, c'est quand même la CNSA, sauf que faut faire la recherche Google parce que ce lien-là, bah, c'est le lien vers les tarifs de la PCH au 1er mai. Mais si, la PCH, bouge, en septembre, ce lien-là, il sera plus valide, hein, donc faites attention quand vous cherchez des tarifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les conseils départementaux ont en général un peu du mal à suivre les changements de tarifs, donc souvent il y a des régules, 2 mois plus tard, s'il y a une augmentation, ils vous versent, rétroactivement, ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, 2 mois plus tôt, par exemple. Donc bon, si votre conseil départemental n'a pas pris en compte immédiatement, une augmentation de tarif, essayez d'éviter de lui sauter dessus tout de suite, attendez 2-3 mois pour voir s'il le prend en compte. Si vraiment vous voyez qu'il a complètement zappé, bah, signalez-le lui. Bon, je crois qu'on a tout vu sur la PCH aide humaine, donc maintenant on va passer aux autres éléments de la PCH. Je vous rassure, ce sera un peu moins détaillé. Donc il y a toujours, sur tous les éléments de la PCH, la condition de ressources dont on a parlé tout à l'heure, on est toujours, sur, la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on parle de ressources, qui n'incluent pas, les revenus professionnels, donc ça concerne, les gens qui ont un patrimoine financier ou immobilier et qui auraient, des ressources, liées à ce patrimoine. Alors 1re, enfin 2e élément de la PCH, puisque le 1er c'est la PCH aide humaine, donc le 2e c'est la PCH aide technique, qui est destinée à l'achat, à la location d'un matériel compensant le handicap. Donc ça peut être, un fauteuil roulant parce que, le fauteuil roulant il n'est pas toujours entièrement pris en charge par la sécurité sociale, des accessoires, et donc c'est pour, les montants qui dépassent, ce qui est pris en charge par, la sécurité sociale. Donc après quand c'est des enfants qui, voilà, qui n'ont pas un handicap, moteur ou sensoriel qui nécessite, des équipements particuliers, on peut, toujours essayer de faire passer dedans, par exemple un outil de communication, si vous utilisez, une tablette pour de la communication, alternative ou augmentée, ça peut rentrer dans le cadre de la PCH aide technique. Mais encore une fois, il faut, être éligible à la PCH et la PCH, on le verra plus tard, n'est pas, cumulable avec le complément d'AEH. Donc du coup, ça veut dire que c'est quand même assez structurant. On ne peut pas juste se dire: «Tiens, j'aimerais bien faire financer, la, tablette, de communication alternative augmentée, par la PCH et technique». Ça vous fait rentrer dans l'instruction d'un dossier complet de PCH, donc dans tous ses volets, y compris la PCH aide humaine et cetera.
Et avec aussi toujours cette même limite qu'il faut qu'on soit reconnu éligible. Donc, quand c'est un enfant très jeune, c'est pas toujours évident. Donc, parfois, j'ai entendu des gens dire: «Ah mais on m'a refusé de financer ma tablette pour la CA parce que mon enfant est trop jeune». En fait, c'est pas la et donc ça veut dire qu'on considère que, comme il est trop jeune, c'est trop tôt pour qu'il rentre dans la communication. En fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est compliqué de remplir les critères d'éligibilité globaux à la PCH, parce que quand un enfant est très jeune, c'est difficile de cocher les cases et donc du coup, ça rend compliqué, d'obtenir, la PCH et technique pour la CA. Mais c'est pas un jugement de valeur de la MDPH sur le fait que, votre enfant, il a besoin, d'un outil, de communication alternative, hein. C'est juste que, la PCH est mal fichue et que du coup, c'est pas toujours évident, d'obtenir, un financement par ce biais-là pour, des enfants jeunes, quoi. Voilà, donc là, vous avez les montants, qui sont des montants, en fait, sur, une période de 10 ans, voilà, l'idée, c'est de si c'est une aide qui figure sur la liste des produits et prestations remboursables, c'est, 13 200 € par période de 10 ans, et puis, si elle est pas dessus, ça va être, toujours une limite de 13 200 €, mais le financement va être qu'à 75. Ensuite, vous avez tout ce qui est aide à l'aménagement du logement, donc qui sont destinés à maintenir, améliorer l'autonomie de la personne handicapée. Il y a aussi une aide au déménagement si l'aménagement du logement est vraiment possible ou trop coûteux. Bon là, à nouveau, on va être quand même plutôt sur, des choses qui concernent des personnes, avec un handicap moteur ou sensoriel, qui impliquent, des aménagements, spécifiques, du logement. Je vous laisse, découvrir les montants. Ensuite, vous avez l'aide au transport. Donc là, ça peut peut-être un peu plus, concerner des personnes même avec des handicaps, cognitifs. Alors peut-être pas l'aide à l'aménagement du véhicule, mais par contre les surcoûts liés à des transports, en voiture ou par d'autres moyens, sachant qu'évidemment, ça va être, toujours une aide qui intervient, en subsidiarité par rapport à ce qui existe par ailleurs, hein. Les transports scolaires, ils relèvent du conseil départemental, hein, donc c'est à eux qu'il faut s'adresser pour, les transports, notamment si votre enfant est en ULIS. Et les transports vers les professionnels qui sont pris en charge par la sécurité sociale, ils relèvent de la sécurité sociale. Donc si vous avez besoin d'un transport parce que votre orthophoniste est très loin, il faut faire la demande à la sécurité sociale. Ça n'a pas vocation à être, pris en charge par, la PCH Transport. Donc là, vous avez les montants. Je vais passer sur l'aide à l'aménagement du véhicule. Vous avez les tarifs applicables en cas de surcoût pour, les trajets, en voiture, particulière. Donc c'est, 50 centimes par kilomètre, plafonné à 24 000 € sur 10 ans et les surcoûts, trajets avec, d'autres moyens de transport, donc par exemple des taxis, qui peuvent être pris en charge à hauteur de 75 dans la limite de 10 000 € par période de 10 ans. Ce que les MDPH ont tendance à interpréter d'une manière un peu restrictive ou les conseils départementaux, parce que moi je me suis un peu fait piéger là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont transformé cette enveloppe qui est, une limite, d'un montant global sur une période de 10 ans en, un montant par mois. Et donc en fait, moi ce qui s'était passé pour moi, c'est que j'avais dépensé, beaucoup pendant une période et puis après j'en avais plus besoin et donc je leur avais dit: «Ben, voilà, du coup je reste dans l'enveloppe, qui était prévue, même, je suis très loin du plafond. Donc merci de tout me rembourser» et ils m'ont dit: «Bah, non, non, parce que, moi j'applique, la MDPH a écrit dans la notification que c'est tel montant par mois, donc les mois où vous avez dépensé plus, je les prends pas. Enfin je prends pas la différence». Donc ce qui était pas très juste parce que c'est pas comme ça qu'est construit, la PCH Aide au transport. Bon j'ai pas, il était un peu trop tard pour, de toute façon pour faire recours, sur la notification de la PCH. Mais méfiez-vous et d'ailleurs même au stade de la proposition, moi j'aurais tendance, si jamais vous voyez sur votre notification que vous avez, une PCH pour les surcoûts, liés à des trajets, où le montant est indiqué en un montant mensuel, demandez plutôt à la MDPH de vous le convertir en, un montant, sur une période de 10 ans, ce qui vous donne finalement beaucoup plus de souplesse, pour, l'utilisation, de cette enveloppe, en fait. Les aides spécifiques ou exceptionnelles, donc là, ça peut être assez large en termes de couverture, enfin de besoins couverts. Ça va être toutes les dépenses qui, du coup, sont pas prises en compte par les autres éléments de la PCH. Alors l'aide spécifique, c'est une aide qui est mensuelle, donc ça peut être, par exemple, pour prendre en compte, une partie des frais de prise en charge par, une psychomotricienne, une psychologue, une ergothérapeute, des frais, de couche. Mais bon, voilà, c'est limité à 100 € par mois, hein. C'est les frais qui sont pris en charge, c'est 75 maximum des frais et dans la limite de 100 € par mois.
ça couvre malheureusement pas beaucoup de séances de psychomotricité, et au prix des couches actuellement, ça couvre généralement pas non plus, tous les coûts, liés, aux protections, sur, 1 mois. Hem, Ça c'est pour l'aide spécifique. L'aide exceptionnelle, elle a plus vocation à être ponctuelle. Donc ça va être par exemple, très utilisé pour le financement de séjours de vacances adaptés, vous pouvez aussi mettre dedans des frais de formation par exemple. Et là ça va être, un montant de 6 000 € maximum par période de 10 ans, et ça a vocation à couvrir maximum, 75 des frais que vous engagez. Ensuite, bah, vous avez des aides animalières aussi, ça en général on est un petit peu moins concerné parce que ça concerne quand même plutôt des personnes, non-voyantes, mais j'ai pas eu vraiment le cas, mais c'est vrai que parfois aussi il y a quand même des animaux, voilà, je sais pas comment on dit, de soutien, donc pour certains types de handicap, même, cognitifs ou psychiques. Je suppose que ça pourrait rentrer dans le cadre des aides animalières, même si, j'en ai pas, tout à fait, l'expérience. Et donc le remboursement, peut aller jusqu'à 100 des frais, dans la limite de 6 000 € par, période de 10 ans. Alors on va passer à des petites questions. On parlait de Dorothée qui dépense 300 € par mois de frais de psychologue en libéral pour son fils. Quel montant peut-elle espérer percevoir en PCH pour, couvrir ses frais? Alors est-ce qu'elle va percevoir 300 € fois, 75, donc 225 € en PCH spécifique? Est-ce qu'elle va percevoir, 100 € par mois en PCH spécifique? Ou est-ce qu'elle va percevoir 100 € par mois en PCH spécifique et elle compte couvrir le reste avec une partie de la PCH aidant familial qu'elle espère avoir? Puis le petit sondage et je vous laisse me répondre. Ah oui, alors bonne, question de Nathalie sur, le fait que, je disais qu'on peut, payer son salarié, 10,36 € alors que la PCH correspond à un salaire sous-jacent, de 11,44 € maximum par heure, et mettre le reste de côté. Et effectivement, je comprends que Nathalie, vous êtes, payée par, des chèques CESU préfinancés. C'est effectivement ce que font, beaucoup de départements. Et donc du coup, c'est un montant, c'est pas très facile à gérer parce que c'est un montant fixe, de chèque. Et donc du coup, pour les consommer, c'est un petit peu plus compliqué. En plus, c'est vrai que quand vous allez avoir, bah, une indemnité de fin de contrat, par exemple, à payer, bah, ça rentre pas tout à fait, dans l'épure, du site CESU. Typiquement, moi, j'ai eu à payer, des cotisations sociales liées au fait que j'ai payé des indemnités de rupture conventionnelle à des salariés que j'embauchais. Bah, en fait, les cotisations sociales qu'on paye à ce titre, on ne peut pas les payer via la plateforme CESU. Quand on déclare, les salaires, on est obligé d'envoyer, un petit, mail ou courrier à la plateforme CESU pour dire: «Voilà, j'ai payé, tant d'indemnités de rupture conventionnelle, veuillez, calculer, les cotisations sociales, que je m'acquitte des cotisations sociales». Et donc du coup, ça peut pas du tout se payer, via, des chèques emploi, services, préfinancés, du département. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi d'expliquer au département que je ne voulais pas être payée, de la PCH emploi direct avec, des chèques, préfinancés, du département. Je veux percevoir, le montant, par virement, sur mon compte en banque. Il se trouve que la réglementation, dit, explicitement que, l'usager a le choix et que, le conseil départemental ne peut pas, imposer à l'usager, de percevoir sa PCH emploi direct, via des chèques, préfinancés, du département. Donc le département verse ma PCH, aide humaine emploi direct, par virement, et donc ouais, je vous recommande quand même ça parce que c'est vrai que c'est ce qui permet, d'avoir le plus de souplesse, pour, pouvoir, gérer vous-même, vos virements, le versement de vos cotisations, en fonction il y a plein de situations spécifiques qui font que, le chèque préfinancé est trop rigide, quoi.
Bon, ceci étant dit, je voulais laisser beaucoup de temps pour répondre à ma question sur la PCH spécifique. Donc je vais mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc la plupart d'entre vous se sont dit: «Ben, elle va être limitée par le plafond de la PCH spécifique à 100 € par mois». Effectivement, malheureusement, elle ne pourra pas, percevoir, 225 € de PCH spécifique parce qu'il y a ce plafond de 100 €. La troisième réponse que j'avais mise, elle n'est pas complètement fausse non plus, parce qu'en fait, ce que je constate souvent, alors moi, j'ai toujours tendance à recommander aux parents qui ont beaucoup de frais, liés à, des prises en charge en libéral, de pas nécessairement aller vers la PCH parce que, les prises en charge en libéral, elles vont être couvertes qu'à hauteur de 100 €. Donc finalement, ça peut facilement être moins intéressant qu'un complément d'AEH. En même temps, bah, faut regarder l'évaluation globale parce que si par ailleurs, il y a une PCH aidant familial d'un montant, substantiel, l'un dans l'autre, peut-être que, PCH aidant familial plus PCH aide spécifique, ce sera plus intéressant que le complément d'AEH. Donc d'une certaine façon, la PCH aidant familial, bah, elle va permettre de couvrir, une partie, des frais, que vous pouvez avoir, même si c'est pas sa vocation. Mais après, voilà, l'argent, c'est fongible, hein, donc c'est une question d'appréciation, globale, de la PCH, comparée au complément d'AEH. Voilà, c'est pour ça que j'avais mis quand même que la troisième réponse était valable aussi, enfin, en tout cas de manière pragmatique, elle est valable. Donc démarche et versement. Donc, je vous rappelle le processus, d'instruction d'une, demande, qui d'ailleurs, est pas spécifique au process, de la PCH, mais en général, c'est ce process d'instruction de la PCH, c'est sûrement celui qui respecte le mieux, la réglementation. Parce qu'une fois que vous avez, déposé votre demande à la MDPH, votre demande, elle est instruite par, l'équipe pluridisciplinaire, qui légalement a 4 mois pour instruire votre demande. Mais la PCH, c'est très, très compliqué. Ça demande beaucoup de temps, et c'est peut-être, une des rares demandes, qui, quand on l'a fait à la MDPH, génère, une vraie interaction avec la MDPH. C'est-à-dire que, la plupart du temps, vous allez rencontrer, un évaluateur, une évaluatrice, soit à la MDPH, soit qui va se déplacer chez vous pour pouvoir, vraiment, analyser, vos besoins. Donc tout ça, ça demande du temps. Et donc en pratique, vous pouvez avoir, des instructions de PCH qui durent, 12 mois. Moi, ma première PCH, ça a duré 16 mois. Donc faut pas être pressé. Bon, en général, quand il s'agit d'un enfant, il y a un complément d'AEH en cours, bon, donc du coup, il y a pas forcément d'urgence, mais bon, en tout cas, intégrez-le quand même dans votre tête et dans votre calendrier. Ensuite, une fois que l'équipe pluridisciplinaire a instruit votre demande, elle élabore un plan personnalisé de compensation. Donc vous avez une première proposition, qui doit vous être envoyée, au moins 15 jours avant la commission. Ça, normalement, c'est quelque chose que vous devriez avoir quel que soit le type de demande que vous faites à la MDPH. Mais, vous avez sûrement remarqué que quand vous faites une demande d'AESH ou une demande d'AEH, et de complément d'AEH, généralement, on ne vous envoie pas, la proposition, 15 jours avant. On devrait, mais on ne le fait pas. Par contre, pour la PCH, ça, pour le coup, on le fait. Et on le fait aussi pour une bonne et simple raison qui est que, notamment concernant la PCH enfant, comme on va vous donner, une option entre un complément d'AEH et une PCH, on est obligé de vous dire: «Bah, voilà les 2 options que vous avez, merci de nous dire, laquelle vous préféreriez». Et donc du coup, vous allez vraiment, de manière systématique, recevoir, une proposition, au moins 15 jours avant la commission. Donc faites vos commentaires, n'hésitez pas. Si vous voyez des erreurs, sur le tarif de la PCH aidant familial, enfin regardez les choses très attentivement. Posez-vous des questions parce qu'en fait, on va vous faire une proposition, on va vous dire, typiquement, ben, tenez, on vous propose, 150 heures de PCH aidant familial, sauf que comme vous avez déposé votre demande il y a 12 mois et puis que peut-être entre temps, votre organisation a changé, et puis qu'en fait vous avez fait appel à un éducateur et puis que finalement vous aimeriez bien avoir de la PCH emploi direct, bah, du coup ça va pas être le même montant, donc faites vos calculs quoi, de vous dire: «Ah bah non, mais en fait on me propose 150 heures de PCH aidant familial, mais finalement si je prenais, 100 heures de PCH aidant familial et 50 heures de PCH emploi direct, ça ferait combien?» Ne vous contentez pas de comparer, les chiffres, qui sont, au bas de la proposition entre le complément d'AEH et la prestation de compensation du handicap parce que encore une fois, la prestation de compensation du handicap, vous pouvez réaffecter, les différentes modalités d'aide humaine et donc ça change, ça peut changer le montant. Donc prenez vraiment le temps de la lire et de vous poser des questions.
Ensuite, votre dossier passe en commission, vous recevez la notification de la MDPH et ensuite, le conseil départemental, enfin c'est transmis au conseil départemental normalement par la MDPH, où vous vous débrouillez pour leur transmettre. Ils vont vous demander des informations complémentaires, hein. Ils vont avoir besoin de votre RIB, de savoir exactement si vous allez payer un service prestataire ou un salarié, etc. Donc n'oubliez pas de répondre au conseil départemental. J'ai vu beaucoup de parents qui pensent que le process s'arrête après la décision de la MDPH et qui après, s'étonnent de rien recevoir, mais qui en fait, ont complètement, enfin ont mis à la corbeille, le courrier du conseil départemental, donc c'est quand même très, très important de donner suite, à ce courrier et voilà et c'est comme ça que vous pouvez recevoir votre PCH. Du coup, c'est un peu plus long que enfin en tout cas sur une première demande, ça peut être un peu plus long que l'AEH où en général entre le moment où la MDPH transmet à la CAF et le moment où la CAF vous verse, l'AEH et le complément, s'écoule pas énormément de temps. Bon, avec les conseils départementaux, la communication est pas toujours aussi fluide et ça peut prendre, plusieurs semaines à plusieurs mois selon les conseils départementaux entre le moment où vous recevez la notification et le moment où vous voyez arriver, le premier versement de PCH. Évidemment, il y aura de la rétroactivité, hein, mais bon, il faut avoir en tête que c'est pas toujours aussi immédiat. Un petit focus sur le plan personnalisé de compensation. Donc, ne pas confondre la proposition, de plan personnalisé de compensation et la décision. Normalement, la notification de la MDPH, elle est normalisée. Donc, vous voyez en haut de la notification, à quel stade vous en êtes. Donc, si vous voyez que vous êtes au stade évaluation de votre demande, c'est-à-dire que vous êtes au stade de la proposition. Donc, il est encore temps de dire, «Je suis d'accord avec ça, pas d'accord avec ça» et cetera. C'est pas encore la décision, donc c'est vraiment le bon moment pour, signaler les erreurs, expliquer, ce que vous souhaitez, parce que, bah, ça permet éventuellement d'éviter derrière, d'avoir à faire un recours, si, finalement la décision finale ne va pas. Donc vous avez un espèce de coupe-réponse comme ça à renvoyer avec, diverses propositions. Là, il y a 3 propositions parce qu'en fait, vous avez compris qu'il y a un élément de la PCH qui est compatible avec, les compléments d'AEH, d'autres qui ne le sont pas. Donc en fait, vous pouvez avoir, des propositions, à tiroir. Donc c'est pas toujours juste 2 options, il peut y en avoir 3. Et ensuite vous recevez, la notification de décision. Donc là, regardez bien les étapes de la demande, en haut du courrier, si c'est marqué décision, c'est que vous avez passé, la commission, la CDAPH. Alors l'ouverture des droits, c'est assez compliqué sur la PCH, parce que c'est un peu, variable, selon les situations. Alors déjà pour les aides techniques, ce qui est intéressant, c'est que les droits, ils peuvent être ouverts de manière rétroactive, ce qui est très atypique, hein. D'habitude, les droits, ils sont ouverts, postérieurement à la demande. Là, vous pouvez avoir, acquis une aide technique, 6 mois avant votre demande, vous faites la demande de PCH et c'est possible d'obtenir, un remboursement. Alors évidemment, au moment où vous achetez l'aide technique, vous n'êtes pas sûr qu'on va vous accorder la PCH, mais au moins on ne va pas vous dire: «Ah bah non, vous l'avez acheté trop tôt, donc on ne le prend pas en compte». Si vous aviez l'AEH, la commission, elle peut choisir d'ouvrir les droits à la PCH et du MAN notamment, soit au premier jour du mois qui suit, la décision de la commission, soit à une date qui est comprise entre, le premier jour du mois, de la demande et la date de la décision de la commission, si vous avez exposé des frais. Hem, donc ce qui peut être un peu piégeant, c'est que, si vous partez du principe que, la PC vos droits PCH par exemple, seront pris au moment de la décision de la commission, et qu'en fait la MDPH à votre grande surprise, décide que c'est rétroactif, vous pouvez vous retrouver dans une situation un peu bizarre où en fait, en plus il y a eu, la fin de l'année fiscale entre temps, vous aviez déclaré un truc, à l'administration fiscale et puis finalement vous avez, touché une PCH, donc bon, ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc je vous incite quand même quand vous recevez la proposition, à vérifier, la date d'ouverture de vos droits que prévoit la proposition. Ce qui peut être aussi un peu piégeant, c'est que parfois certaines MDPH ne sont pas très explicites dans la proposition sur la date d'ouverture des droits. Donc c'est quand même utile de leur demander pour, savoir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Hem
Voilà pour l'ouverture des droits. Pour le versement, bah, je disais, c'est le conseil départemental qui gère le versement. Donc, moi, je vous conseille d'envoyer la notification au service du conseil départemental qui s'en occupe si vous avez réussi à l'identifier. Il vous demandera donc des infos complémentaires qu'il ne faut pas oublier de leur transmettre. Et les modalités de versement, bah, c'était ce que je disais tout à l'heure sur les CESU préfinancés ou pas. Pour la PCH emploi direct, si vous acceptez les CESU préfinancés du département, ce qu'ils vont vous proposer en première intention, hein, enfin même vous imposer en première intention parce qu'ils ne vont même pas vous poser la question, bah, vous allez recevoir des chèques dont la valeur faciale correspond au salaire net à verser à votre salarié. Et ensuite, c'est le conseil départemental qui va régler en tiers payant les cotisations aux URSSAF une fois que vous avez déclaré le salaire. Et puis, bah, si la rémunération dépasse le tarif PCH, bah, là, le centre CESU il va vous prélever, bah, il faut que vous fassiez un virement complémentaire à votre salarié et puis le centre CESU, il va vous prélever les cotisations qui sont non couvertes par le conseil départemental. Moi, je trouve que tout ça est pas très simple en fait. C'est censé simplifier, enfin, c'est censé surtout simplifier le contrôle pour le conseil départemental. Mais finalement, si vous êtes obligé de payer un bout du salaire de votre salarié avec les chèques CESU, un bout avec un virement complémentaire, les cotisations, il y en a un bout qui vous est prélevé, un bout qui est payé par le conseil départemental, je trouve pas ça ultra simple. Donc il faut savoir que vous avez le droit de refuser les chèques CESU préfinancés et demander que la PCH vous soit versée par virement. Moi, je vous encourage à le faire parce que je trouve que pour l'administratif, c'est plus simple. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais bon, en tout cas, si vous voulez faire la demande de ne pas toucher les chèques CESU, mais de toucher la PCH par virement, faites-le de préférence au moment en fait, où vous recevez le papier du conseil départemental qui vous demande des informations complémentaires en vue du versement. Signalez-lui dès ce moment-là que vous ne voulez pas de chèque CESU préfinancé, parce que sinon, il ne vous demandera pas votre avis, il vous versera directement en chèque CESU préfinancé. Un petit point sur le renouvellement, la révision. Donc, c'était toujours pareil comme pour l'AEH. Hein, quand vous déposez une demande de renouvellement, bah, déposez-la très en amont de l'expiration de vos droits, même plus en amont sur la PCH que sur l'AEH. Ça peut être 6 mois, voire 1 an avant. Alors, 1 an, les MDPH parfois couinent un peu, mais l'expérience à Paris montre que c'est pas trop tôt, 1 an pour, pour un renouvellement de PCH. Et du coup, vos droits seront ouverts à l'expiration de vos droits précédents. Si votre situation elle évolue, là, il faut faire une demande de révision. Et donc là, vous pouvez du coup avoir des nouveaux droits qui s'ouvrent avant l'expiration de vos droits précédents. Mais il faut mentionner clairement sur votre demande que c'est une demande de renouvellement ou de révision pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les conditions de cumul, donc la PCH, elle est cumulable avec l'AEEH de base. Et le complément d'AEH, il n'est pas cumulable avec la plupart des volets de la PCH. Il n'y a que les volets aménagement du logement et du véhicule et surcoût transport qui sont cumulables avec le complément d'AEH. Donc, bah, comme je vous le disais, hein, en fait, ce qui se passe, c'est que vous demandez à la MDPH d'étudier vos droits aux deux, à l'AEH et son complément et à la PCH. Elle vous propose des options et vous choisissez. La PCH et la JPP, donc la JPP, elle n'est pas cumulable avec la PCH aide humaine. Par contre, elle est cumulable avec les autres éléments de la PCH. Ce qui est mal fichu avec la JPP aussi, c'est que vous savez que pour la JPP, le complément d'AEH, en fait, si vous avez des droits ouverts aux deux, ben, la CAF chaque mois va vous verser le plus avantageux des deux. Avec la PCH, il n'y a pas du tout ce système, pourtant c'est pas faute d'avoir demandé plusieurs fois, qui permet voilà, éventuellement d'avoir des droits ouverts aux deux et puis de percevoir le plus avantageux des deux. Donc si vous avez des droits ouverts à la JPP, soit il faut que vous abandonniez complètement vos droits à la JPP pour passer à la PCH, soit on va vous dire bah, désolé, on ne peut pas vous verser la PCH parce que vous avez la JPP. PCH et RSA et prime d'activité, donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis novembre 2019, la PCH aidant familial, elle est plus prise en compte comme une ressource ni un revenu dans le calcul du RSA ni de la prime d'activité, que ce soit lorsque la PCH concerne un adulte ou un enfant, parce que pendant un temps, il y a eu des discussions autour de c'est pas pareil, un adulte, un enfant, etc. Donc théoriquement, vous pouvez cumuler RSA et PCH, et puis prime d'activité et PCH. Après, RSA et PCH, bon, il y a quand même toujours ce sujet sur le RSA que pour pouvoir justifier que vous avez le droit de percevoir le RSA, il faut que vous soyez en recherche d'emploi quand même, théoriquement.
ou que vous enfin, plus largement que, vous recherchez une insertion sociale et professionnelle. Enfin, c'est un peu comme ça dans la réglementation. Mais on voit bien que le sens de l'histoire quand même sur le RSA, c'est que, de plus en plus, on essaie voilà, d'obliger les bénéficiaires à, avoir une activité, y compris bénévole et cetera. Et donc moi, je vois beaucoup de parents qui, se voient refuser le RSA parce que, ils ont la PCH. Bon et qu'on leur dit: «Bah oui, mais vous pouvez pas chercher un emploi». PCH et chômage, il y a pas d'incompatibilité. Après, il faut être cohérent. Si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, c'est que vous recherchez un emploi. Donc ça va pas être possible, par exemple, d'avoir accès au plafond majoré de la PCH aidant familial, puisque ce plafond majoré, il implique que le handicap vous empêche de travailler. Des sujets comme ça où il faut être cohérent entre ce que vous racontez dans votre dossier MDPH et les droits auxquels vous prétendez, par ailleurs.